Hello World, bienvenue à tous à ce Happy to Share où des experts de la tech partagent avec nous leurs astuces, racontent leurs expériences et nous édifient sur des sujets du domaine en général. Le 15 septembre dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir Valérie Melou, un expert en développement Python et Angular, actuellement Head of Ops chez Mboa Digital à Yaoundé au Cameroun. Dans cette première partie d'une série de 3 vidéos, Valérie nous guide à travers les meilleures pratiques pour architecturer une application Angular au sein d'un monorepo. Son expertise nous permettra de mieux comprendre comment structurer efficacement nos projets pour une meilleure maintenabilité et évolutivité. Ok, merci. Bonsoir à tous déjà. Donc, comme vous le savez, moi c'est Valérie Melou. Je suis développeur web avec une spécialisation en Django et Angular. Donc, ce sont les deux outils que j'utilise le plus souvent. En même temps, comme Nasser l'a dit, je suis Head of Operations à Mboa Digital. Mboa Digital, c'est une entreprise qui fait dans la prestation de services aux entreprises, services informatiques aux entreprises. Donc, ce soir, je compte parler de 3 sujets. Bon, le thème déjà du Happy to Share, c'est Optimize your Angular application. Donc, je vais parler de 3 sujets que j'utilise régulièrement pour améliorer mon expérience de développeur et aussi améliorer les performances de mes applications Angular lorsque je travaille sur des projets Angular. Donc, le premier, ce sera comment organiser son code en librairie. Donc, là, on va beaucoup plus voir comment architecturer un projet Angular en utilisant Angular CLI, de telle sorte à ce que les parties partagées du projet soient, créées dans des librairies qui sont réutilisables et on peut les utiliser dans toutes les autres applications qu'il y a dans le projet, quoi. Le deuxième point, c'est comment organiser les requêtes HTTP ou bien comment faire les requêtes HTTP efficientes. Donc, généralement, je me rends compte que plusieurs personnes, la plupart des gens, quand ils font des requêtes avec Angular, ils vont se retrouver en train de mettre les références à la racine de leur API, l'URL, donc le route API, par exemple, dans tous les services où ils auront besoin de faire des requêtes HTTP. Donc là, on va voir comment améliorer cela avec les intercepteurs. Et le dernier point, les 2 derniers points qui sont pratiquement similaires, ce sera le server-side rendering et le pre-rendering. Donc, le server-side rendering, c'est que on génère la page sur le serveur avant de l'envoyer au navigateur. Vous savez, avec les frameworks front-end qu'on utilise là, la plupart font par défaut du client-side rendering. Donc, on envoie tout un tas de JavaScript là. Quand tu demandes une page, c'est là où il compile le HTML et il affiche. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que cette compilation-là soit faite plutôt côté serveur. Et en même temps, on va aussi parler donc du pre-rendering qui consiste en fait à générer tout le HTML du site au moment du build. Donc, tu as fait une application et tu vas en production, tu veux que les pages HTML soient directement disponibles. Aussitôt qu'on accède à l'URL de ces pages-là, pas que quand on accède, ça télécharge encore les JavaScript et autres pour construire la page dans le navigateur, mais que ça t'envoie directement un index.html avec son CSS, son JavaScript déjà prêt. Donc, voilà les points que j'aimerais aborder aujourd'hui. Bon. Ouvrez mon écran. Oui. Ok, d'accord. Donc, concernant l'architecture des projets, je vais beaucoup plus parler d'un truc où généralement on se retrouve à faire, plusieurs repos. Donc, tu vas voir quelqu'un, il a un domaine sur lequel il veut héberger à la fois son site web personnel et son blog. Donc, il va aller faire un repo pour le site web où il a juste les pages about, projets sur lesquels il a travaillé, des trucs comme ça, et un autre truc un autre repo pour le blog. Donc, la plupart du temps, on se retrouve même
Dans la partie website, la partie blog, tu vois, il y a les composants qui sont pratiquement les mêmes, qui se retrouvent à dupliquer entre ces différents repos-là. Donc, avec Angular et la notion de workspace, il est possible d'avoir un seul workspace dans lequel tu as tu as les deux applications, c'est-à-dire le site web et le blog, comme des projets. Et à cela, tu peux donc ajouter des librairies, comme par exemple des librairies de composants qui sont partagées entre ces deux projets-là. Donc, on va aller et initialiser ce qu'on appelle un workspace. Donc, là, j'ai déjà l'autocomplétion là même. Donc, je vais générer un workspace qui s'appelle VM. Là, je vais lui demander de ne pas créer une application. Donc, généralement, quand tu fais ng-new pour créer une application, il va te créer un workspace avec une application à l'intérieur. Mais là, je préfère qu'on parte from scratch. On voit d'abord ce qu'il génère et par-dessus, on va ajouter les différentes applications. Ok. Donc là, il va initialiser le truc. Faut que je lance Visual Studio. Donc, normalement, il doit déjà avoir créé le projet. Donc, si je... Voilà. Donc, j'attends juste qu'ils finissent d'installer les dépendances là. Et partant de là, donc, on va générer. Donc, en fait, comme vous voyez là, voilà le seul truc qui génère lorsque on fait ng-new et on lui demande de ne pas créer d'application. Ok. Il y a juste le dossier notre module avec les différentes configurations du projet. Et là-dedans, donc, on va être capable, une fois qu'il aura terminé, je crois que c'est bon. Pourquoi il réfléchit, oui. Bon, je vois, il a déjà initialisé le repository. OK. Bon, normalement, partant d'ici, je dois être capable donc de créer une nouvelle application avec la même commande ng, mais là, on va utiliser plutôt l'option generate. Donc, si je comprends bien, le workspace, c'est un peu comme un virtual env, avec l'équivalent de Python, par exemple. Tu peux créer un virtual env et là, dans ce virtual env, tu as toutes les dépendances de l'application sur laquelle tu travailles. Bon, c'est beaucoup plus comme, c'est ce qu'on appelle généralement un monorepo. Okay. Donc, tu as un monorepo dans lequel tu as différentes applications et elles peuvent partager les mêmes dépendances ou bien chacun certaines peuvent spécifier leurs dépendances. D'accord. C'est la différence. Donc, ng generate application, on va l'appeler website par exemple. Donc là, il me demande si je veux partager les trucs. Je vais utiliser SAS pour l'application. To enable server-side rendering. Donc, à la question do you want to enable server-side rendering, vu qu'on aura besoin de ça plus tard, je vais répondre yes. Et là, vous allez voir, donc, il a créé dans Project un dossier website où j'ai tout mon application Angular en fait. Donc ça c'est une application Angular que tu peux déployer, tu peux build, tu peux déployer et servir sur un nom de domaine et carrément différent. À côté, tu peux avoir d'autres applications encore, d'autres projets que tu build aussi et déploies sur des environnements totalement différents. Tout ça dans le même repository, sans avoir besoin de manager différents repos avec les dépendances un peu partout. Ouais. Donc, une fois qu'il aura fini, on pourra créer, par exemple, aussi pour, si on veut, on lance même d'abord ça aussi. Donc, dans le package JSON, il y a les différentes commandes là pour servir l'application. C'est vrai qu'ici, il faudra spécifier à chaque fois l'application à utiliser par défaut. Okay. Donc, quand on regarde dans le Angular JSON, c'est le fichier de configuration que Angular CLI utilise lorsqu'on exécute les commandes. Donc, on va voir là dans Project, il a donc ajouté une nouvelle clé website où il y a les différentes configurations du projet website pour Angular.
Donc là, il y a la définition des différentes commandes et autres. Donc, supposons que je veuille servir ceci-là. Je vais faire ngsafe. Je crois que je dois spécifier l'application. Donc, juste pour résumer, peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre. En fait, là, Valérie est en train de nous présenter les workspaces. Donc, avec les workspaces sur Angular, il est possible d'avoir un monorepo, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, plusieurs projets qui partagent les mêmes dépendances. Donc, c'est avantageux et ça évite de créer différents projets avec différentes dépendances, en fait. Effectivement. Yeah. Donc là, on voit bien le projet website, voilà, sa page d'accueil qui a été générée, il marche, il est fonctionnel. Donc, on peut faire les ngbuild, ngtest, toutes les commandes que tu as dans Angular CLI pour ce projet-là. Donc, là, si je crée dans un autre projet que l'on va appeler blog. Donc, il va créer un deuxième dossier là. On va toujours utiliser CSS. On va activer le pre-rendering. Donc là, ça a été plus rapide parce que les dépendances qu'il fallait installer pour lui sont pratiquement les mêmes qu'on avait déjà pour le premier. Donc, tout est déjà là. Et c'est pareil, je peux servir cette application de la même façon. Donc, ce que je disais, c'est que généralement, donc, entre le blog et le site web, on va se rendre compte qu'il y a des dépendances ou bien des librairies que nous-mêmes nous avons créées, par exemple des composants qui sont exactement identiques, quoi. Donc, que d'avoir à avoir ça dans des différents repos ou bien dans différents projets où tu vas dupliquer le même code plusieurs fois. Ici, là, donc, tu peux créer ce qu'on appelle une librairie. Et dans cette librairie-là, donc, tu définis les différents composants que tu veux qu'ils soient partagés entre tous tes projets. Oui, je vois ici un autre cas d'utilisation. Si tu es peut-être sur une application de gestion d'entreprise où les clients de l'entreprise ont chacun un portail, ça veut dire qu'avec cette architecture, tu peux dire, OK, voici le corps, même le back-end de l'application, le corps, où on va gérer peut-être les commandes et tout. Et voici peut-être le portail du client A, ça c'est le portail client A, portail client B, portail client C. Peut-être ils ont des use cases différents, mais chacun a son portail. Donc, avec cette architecture, on le fait facilement. Effectivement. Donc, ça revient, l'autre cas aussi, c'est que tu vois, tu as fait une application client-serveur, tu as le front-end, tu as l'API que le front-end utilise pour tes données. Maintenant, tu as besoin d'un portail d'administration, par exemple, pour tes employés en interne, pour pouvoir suivre, je sais pas, peut-être les commandes, des choses comme ça. Donc, tu ne vas pas faire cela dans la même application cliente qui est utilisée par les utilisateurs finaux de l'application. Tu vas créer un autre projet à côté où tu vas pouvoir query ta base, ta même API pour afficher des rapports, des choses comme ça. Donc, ça aussi, tu peux avoir un autre que d'avoir un repo à part parce que de toute façon, même les interfaces que tu auras définies dans ton application, même que les utilisateurs utilisent, tu vas te retrouver en train d'utiliser les mêmes choses dans l'interface administrateur. Donc, c'est aussi un use case que je vois régulièrement pour cette organisation-ci. Donc, là, je m'en vais créer une librairie que je vais appeler UI. What name would you... Okay. Donc, ça, c'est une librairie UI. J'ai décidé de la placer dans un dossier libs, par exemple. Donc, ça crée une librairie dans ce dossier-ci. Et à l'intérieur, il y a le public API. Si par défaut, la librairie a généré certains composants, on a un service et un composant avec les fichiers de texte qui vont avec. Et dans l'API public de la librairie, vous voyez comment ils ont exporté le service et le composant qui a été créé. Mais moi, je ne vais pas utiliser ça. Moi, je suis plus pour faire un bouton, par exemple. C'est-à-dire, je vais supprimer tous ces gens-ci. Et donc, on voit que l'avantage aussi,
L'avantage aussi, tu n'es Oui, pas obligé de suivre exactement ce qu'il donne. C'est vraiment libre. Tu as la possibilité de oui, oui, l'organiser, oui, d'utiliser ok. les composants que tu veux. OK. Ouais. Donc là, pour créer un composant, je vais définir, je dois le mettre dans le projet UI. OK. Donc ng g component project, ce sera UI. Donc là, je vais par exemple l'appeler button. Mhm. Donc là, j'ai généré un composant button. Ça l'a mis dans le dossier libre là. Et je peux venir ici maintenant, je dis export everything from lib button, button component. Donc, une fois que ceci est fait, c'est vrai, mon composant button actuellement, il ne contient rien. Mais je peux Mhm. venir ici, là, on peut même laisser ça comme ça, c'est pas important pour l'instant. Donc là, je vais juste te montrer comment on peut réutiliser ce button-là dans le projet blog et website. OK. Donc là, si je viens dans App, par défaut, il y a ce truc-ci que Angular génère, donc là, je vais l'enlever complètement. C'est en fait ce qui était affiché là tout à l'heure quand on a généré le truc. Donc là, j'ai vidé le App Component. Donc, on est dans website. Je vais mettre juste un H1 là. This is the website. Et à côté, je vais essayer d'utiliser le button component qu'on a créé. Donc, pour ça, il faut l'importer. Import, je ne sais pas encore dans quel dossier il va me permettre de l'importer. Donc, UI, import button. Donc là, Mhm. normalement, il va se plaindre. Donc là, il y a un truc qui n'est pas correct. Donc, quand je regarde tsconfig dans path là, OK. Donc, vous voyez dans le fichier tsconfig, dans l'option path du Mhm. compiler options, il y a UI qui est défini là et il s'attend à trouver les définitions de l'API publique de la librairie UI dans le dossier dist UI. Seulement, le dossier dist UI n'a pas encore été créé. C'est un dossier Mhm. qui n'est créé que lorsque tu fais le build de ton projet. Donc là, je vais OK. aller et build UI. Et je vais même changer ça. Donc, généralement, j'aime avoir ici là le chemin d'import. Donc, par Mhm. exemple, function UI. Maintenant, pour importer ça, je devrais plutôt dire vm/ui. UI. Et là, maintenant, il me dit button is declared. OK, c'est button component. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai pu importer mon composant. Euh, Est-ce que j'ai un standalone, lui? Une seconde. Oui, standalone true. Donc, je peux le mettre directement ici. Voilà. Et si je reviens dans l'app, donc je peux faire Juste appeler le composant. oui, le sélecteur, je me suis trompé, c'est lead button. OK, j'aurais dû changer les préfixes là. OK, c'est pas grave. Ouais, donc là, lead button. Et je sers encore l'application. On va voir le composant va être affiché et on pourra donc avoir aussi le même directement dans la partie Bloc. blog. Oui. Ouais. Donc, si je fais ça, j'ai l'impression que le save, si là, ça essaye d'utiliser les trucs du save parce que ça ne devrait pas être lent comme ça. Voilà. OK. Donc là, on a le Ouais. button works. On a le bouton. Ouais. Donc, le seul défaut que j'ai souvent avec ce truc-ci, c'est que lorsque tu fais des modifications sur le button component, tu vas Mhm. devoir build d'abord avant de Oui, pouvoir faire les
changements ici. Oui, justement, c'est la question que je voulais poser. S'il n'y a pas une manière, parce que là, je me rends compte, ok, chaque fois que tu vas faire un nouveau composant, tu seras obligé de faire un build Oui, oui. pour Donc, pour même si pouvoir tu faire changes l'import et le quelque chose, si réutiliser. tu changes une couleur dans le composant là, et tu vas devoir faire un build. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres outils qu'on utilise qui automatisent ce process-là. Donc, Mhm. généralement, ça, je vous montre comme ça comment ça se fait avec Angular CLI par défaut. Mais il y a des suites d'outils comme NXDevTools, par exemple, qui font ça de façon automatique. C'est-à-dire, pendant même que tu es en train de build de travailler sur la librairie, tu peux directement l'utiliser dans le composant et voir les changements qu'il y a dessus. Donc, c'est comme s'il faisait une sorte de hot reload. Chaque fois qu'il y a un changement, ok, il le fait Ouais. en arrière-plan. Il Ouais, rebuild toutes les librairies et il reset toutes oui, les oui. sortes que tu as automatiquement les changements qui sont affichés. Oui, c'est quand même embêtant parce que sur Odoo, en tant que développeur, Oui. on a également souvent le même problème. Chaque fois que tu Mhm. vas changer un fichier Python, tu seras obligé de redémarrer le serveur pour Ouais. que Odoo prenne en compte ces changements-là. Pourquoi? Parce que derrière, il fait une sorte de passing. Il essaie Mhm. de voir est-ce que les éléments que tu as dans le XML correspondent aux éléments qui sont dans le Python et ainsi de suite. Bon, il a besoin de faire cette compilation-là chaque fois. Mais c'est quand Mhm. même embêtant. Avoir un outil de hot reload pour ces éléments Ouais. sont très Ouais, importants. c'est OK. pour ça que je dis, généralement, moi, quand je travaille sur des projets en entreprise ou bien des side projects, c'est pas directement Angular CLI que j'utilise. Je vais utiliser toujours NXDevTools. Je Mhm. mettrai le lien dans le chat après. D'accord. Oui, c'est un outil C'est qui te cool. permet d'avoir, c'est des smart monorepo en fait. Donc, comme j'ai dit, avec Angular CLI là, il te génère un workspace comme ça, c'est un monorepo dans lequel tu peux avoir plusieurs applications. NXDevTools, donc, il te permet de faire ça directement Mhm. avec, comment dire, tout ce qui est JavaScript. Donc, si je vais, par exemple, dans leur plugin là, ils ont des plugins pour intégrer dans le même repository Mhm. des applications Angular, des applications Nest.js, des applications Express. Tu as toute une panoplie d'outils là, de frameworks là qui sont supportés et que tu peux avoir directement dans le même monorepo. Donc, imagine, tu fais ton application avec JavaScript. Tu as le back-end, le front-end, tous dans le même monorepo, ce qui fait que les Mhm. DTO, par exemple, que tu définis au back-end, tu peux les réutiliser directement au front-end lorsque Ouais. tu fais les requêtes. Donc, ça permet vraiment de gagner en temps. OK. Donc, en gros, pour juste un résumé, le premier élément dont on a parlé, ce sont les workspaces. En utilisant les workspaces, on peut avoir plusieurs projets dans le même workspace, une sorte de monorepo, et on réutilise les mêmes dépendances, les mêmes composants. Donc, on n'a pas besoin de recréer un nouveau projet ou de faire un copier-coller des composants ou des dépendances. Et maintenant, il y a le problème de build où chaque fois qu'on ajoute un nouveau composant, par exemple, on est obligé de faire un rebuild à chaque fois. Et pour ce faire, il y a NXDev qui nous permet de faciliter ça, qui fait une sorte de hot reload qui dit, OK, chaque fois, il suit automatiquement les changements. Donc, OK, c'est bon. Yeah. J'espère que cette présentation sur l'architecture d'application Angular en monorepo vous a été utile. Dans la prochaine vidéo, Valérie va partager son expertise en se concentrant sur un élément crucial du développement Angular, la gestion des requêtes HTTP, et nous dévoiler des astuces précieuses sur l'optimisation des interactions API. Ne manquez surtout pas cette suite qui sera elle aussi enrichissante.